Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans ces locaux bretons par Johan Lebras, qui est le DRH, le DSI et le directeur des services généraux chez MBA Mutuelle, qui est une mutuelle installée dans l'ouest, dans le grand ouest français. À 47 ans, Johan, tu portes une double casquette, donc piloter les RH dans un contexte mutualiste, on y reviendra, et tout en transformation en plus, tout en gardant bien sûr l'humain au cœur. Tu es passionné par l'équilibre entre tes convictions sociales et les contraintes opérationnelles, et convaincu qu'un modèle hybride bien pensé peut être un levier d'agilité durable. Donc on va creuser avec toi ton parcours, tes choix, tes combats RH, et pourquoi chez MBA on ne fait pas marche arrière sur le travail hybride, une vraie conviction. Un grand merci Johan pour ton accueil dans tes locaux, et ma première question c'est comment vas-tu ? Très bien Florent, je vais très bien. Merci d'être dans les locaux d'MBA Mutuelle pour cette nouvelle émission de ton podcast. En tout cas, je suis ravi de venir à ta rencontre. On s'est souvent croisés à Rennes, on se connaît pas très bien pour le coup. Depuis des années. Ouais. Donc ça m'intéresse bien sûr de te découvrir. Je suis pas le seul, j'espère en tout cas si vous écoutez. Mais également comprendre effectivement tes convictions RH et comment vous fonctionnez au sein d'une mutuelle dans un environnement qui est ultra concurrentiel. Vous avez énormément de compétiteurs à recruter, fidéliser et entre autres par aussi cette gestion du télétravail, du travail hybride au sens large. On va revenir sur tout ça. Avant toute chose, une question assez simple, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton chemin d'études et à quel moment tu t'es dit je vais faire des RH dans tes études ou dans ta vie pro ? Comment c'est arrivé cette histoire ? On m'a souvent posé la question. Alors si j'ai vu que tu t'es bien renseigné sur moi, j'ai un master en psychologie du travail et des organisations. Alors comment j'en suis arrivé là ? Pour faire simple, je suis fils d'ouvrier, breton et fier de l'être, de Guingamp pour ne pas nommer ma ville de naissance. Et il est vrai que quand les fils ouvriers, les RH, on n'en parle pas forcément. J'ai découvert finalement ce métier des ressources humaines en 4e année, ici à Rennes, à l'université de Rennes 2, dans le cadre de ma maîtrise de psychologie du travail et des organisations. Et je suis parti ensuite à Paris, dans le DESS de psychologie du travail de Paris 5 plus exactement. Et là, j'ai vraiment découvert le monde des ressources humaines. Alors, cas particulier encore dans mon parcours, c'est que j'ai été diplômé post-11 septembre. Alors, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais c'est-à-dire que sur le marché du travail, pour un psychologue du travail, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai multiplié différentes missions dans le monde de l'intérim. D'accord. Et là, j'ai envie de dire, je savais déjà que j'allais m'orienter vers les ressources humaines parce que c'était un environnement qui me convenait au travers d'un stage. J'ai fait une mission d'intérim à la SNCF. J'ai travaillé à EDF aussi en intérim, dans les structures de ces belles structures françaises. Et j'ai commencé, comme beaucoup, par le recrutement. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est le point d'entrée dans les ressources humaines, mais aussi par rapport à cette année de mission d'intérim,
j'ai vraiment découvert que j'adore les humains. Et je pense que c'est le point de départ quand on est dans les ressources humaines, c'est que si on n'aime pas les humains, il ne faut pas faire ce métier, je le dis, et c'est ma conviction. Donc le recrutement, dans une structure qui s'appelait Groupama Banque, le groupe Groupama, c'était le lancement de la banque en ligne du groupe Groupama qui s'appelle Orange Bank à ce jour. Et j'ai fait partie de l'équipe, on va dire, fondatrice, on était une centaine, à créer une banque de A à Z avec tous les partenaires du groupe Groupama et de la Société Générale à l'époque également. Et ensuite, tu es resté toujours au sein de Groupama Banque ou tu as évolué au sein du groupe Groupama ? Plus exactement, ça va définir aussi mon profil, c'est que je suis arrivé, on était 100, je suis parti, on était 1000. Ah oui. Je suis resté 5 ans pour donner une idée. Et sur la partie recrutement ? Uniquement, au fur et à mesure, quand on construit une entreprise, notamment un service ressources humaines, le DRH de l'époque a fait grandir cette équipe. Je suis arrivé par le recrutement, gestion des carrières, entretien annuel, formation. Je dirais que tous les mois, on évoluait. Tu es allé sur le développement RH au fur et à mesure. Au sens large du terme. Je recrutais à moi tout seul 120 personnes par an. On était 3 recruteurs. Donc voilà, un gros volume de recrutement, des sessions de 20 minimum par mois. Enfin, de souvenirs, et on travaillait chez Groupama, mais c'était en région parisienne, Groupama Banque, je ne sais plus où c'était exactement. On était à Vincennes. C'était Vincennes ? Vincennes, oui. D'accord, ok. Donc tu n'étais pas cœur de Paris. J'étais pas cœur de Paris, donc il fallait aussi attirer les candidats. On était un petit dans le monde des banques en ligne à l'époque, mais excellent, génial. C'était, j'ai envie de dire, c'était une start-up avant-gardiste à l'époque, moyenne d'âge 25 ans, et en gros, on se levait le matin, on tapait dedans, et on était fiers de ce qu'on était en train de construire. Par contre, on arrivait à 5 ans d'existence, 1000 salariés, c'était plus l'environnement dans lequel je me sentais m'épanouir. J'aime bien ces termes, je suis plutôt un développeur RH qu'un gestionnaire RH. Donc là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la maison mère du groupe Groupama. D'accord. Et là, j'ai travaillé avec les différentes directions de la maison mère du groupe, rue d'Astorg, entre autres. Ouais, là, dans le cœur de Paris, là. Cœur de Paris. Arrivé au cœur de Paris. J'ai fait ça également pendant 5 ans, où là, on était plus à travailler avec la DRH du groupe sur les politiques ressources humaines, sur l'accompagnement des équipes, la fidélisation des talents, la gestion des carrières, le recrutement toujours, mais un peu moins, puisqu'on était dans un peu plus un système CSP. J'étais responsable RH de à peu près 600 collaborateurs, mais on utilisait les différentes structures de la maison mère pour pouvoir bien accompagner ces équipes, quoi. Ok. Et donc, tu étais à Paris, et qu'est-ce qui t'amène à venir en Bretagne ? Le retour au pays, la volonté de venir dans ta région d'origine ? Alors, il y avait deux éléments majeurs. T'es pas le seul, il y en a plein. Oui, il y a 2 éléments majeurs. Un premier élément professionnel, c'est-à-dire que même si, et j'ai cette chance en tant que RH, j'étais content au sein du groupe Groupama, comme dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, j'ai toujours été content de mes employeurs. J'avais un besoin de terrain. J'ai un besoin de revenir sur le terrain, d'être auprès des commerciaux, d'être auprès des gestionnaires. Donc ce besoin montait d'année en année. Même si les missions que j'avais étaient excellentes et trépidantes à certains moments, mais j'avais ce besoin. Deuxième élément, l'aspect personnel, le retour, l'attrait de la Bretagne, le besoin de revenir sur mes terres, si je puis dire. Donc tout ça s'est couplé par une rencontre. Une petite mutuelle de Rennes cherchait son DRH. J'ai rencontré mon directeur général, Stéphane Lebray, et ça a été une rencontre. Et il me permettait, en me recrutant, de répondre à ces 2 besoins, revenir dans mes terres, tout en ayant un projet de créer une direction des ressources humaines au sein de MBA Mutuelle. D'accord. Donc là, tu rejoins MBA Mutuelle il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années à peu près ? C'était 2013. 2013, donc un peu plus, une douzaine d'années. Exactement. Une douzaine d'années. Sur cette triple fonction, DRH, DSI, services généraux, comment c'était organisé ? Non, du tout. En fait, mon directeur général avait besoin d'être épaulé sur la partie ressources humaines, parce que le DRH, en fait, c'était une création de poste, mais le DRH, c'était le DG. Donc déjà, c'était une création de poste. C'est une création de poste, et je le redis, même si c'était le DG qui exerçait cette fonction, en plus de sa fonction de directeur général. Donc, à un moment donné, de façon normale, tout le monde est humain, il avait besoin de passer cette fonction, et donc c'est là où moi je suis arrivé, dans un premier temps, en tant que directeur des ressources humaines, et la fonction a été créée, l'équipe existait déjà, il y a déjà 2 personnes, plutôt orientées administratif, que j'ai, au fur et à mesure, fait évoluer sur vraiment un pôle administratif, un pôle développement RH, pour accompagner la stratégie de la mutuelle, quoi. Ok. Reprendre aussi la relation du dialogue social, puisque c'est très ancré dans notre entreprise. Et le temps passant, fin 2014, mon directeur général m'a fait confiance et m'a confié la partie informatique, ainsi que la partie services généraux. Alors,
il y a 12 ans, enfin 10 ans maintenant, c'était pas l'informatique d'aujourd'hui, hein, il faut être réaliste. Il y avait un informaticien et on avait beaucoup de choses outsourcées. Aujourd'hui, c'est un autre monde qu'on pilote encore, qu'il va falloir développer encore dans les années qui viennent. Mais c'est l'opportunité, là j'en profite, c'est l'opportunité de pouvoir évoluer au sein d'une PME. C'est que on peut toucher à tout, on a moins de cloisonnement et on peut vraiment aller explorer différentes thématiques. Je trouve ça intéressant parce que, tu vois, moi je rencontre pas mal effectivement de directeurs et de directrices ressources humaines. C'est rarement des DSI à côté. Souvent, il y a la direction RSE ou la direction de la communication ou la direction de la communication interne selon les organisations. Et toi, tu es parti effectivement, en tout cas, tu es sur un sujet plus IT. Pourquoi? Parce que c'est une appétence pour toi, l'informatique, ou c'est toi qui as voulu aller sur ce terrain de jeu, ou ils se sont dit, en fait, on ne sait pas où le mettre et on va demander au DRH, il est OK. Je plaisante, mais c'est intéressant de comprendre effectivement le pourquoi de cette association entre direction des ressources humaines et DSI. Donc, je pense l'initiative première, c'est que d'un point de vue organisationnel, il fallait rattacher cette activité à un directeur. Qui soit porté au sein de l'entreprise. Et donc, ça m'a été proposé, tant mieux, je l'ai accepté. Et j'ai grandi avec cette équipe, je grandis avec cette activité. Il y a aussi de mon côté une appétence à l'informatique, même si je le dis, je ne suis pas informaticien. Mais c'est une thématique qui me plaît, qui est dynamique et hyper évolutive. OK. Et les sujets d'IA, par exemple, d'intelligence artificielle, est-ce que du coup... Parce que tu vois, moi je rencontre des directeurs des ressources humaines je pense. Voilà, qui ont ce sujet. Hein, on ne va pas faire un podcast sur l'IA, mais je fais la parenthèse. Qui ont le sujet d'IA et qui se retrouvent des fois confrontés à des conflits internes avec leur DSI qui lui aussi veut piloter l'IA, et donc c'est pas tout simple. Toi, c'est la même personne au bout du bout. J'ai un conflit avec moi-même. Voilà, est-ce que c'est plus simple du coup? C'est pas plus simple. C'est pas plus simple puisque, comme tu l'as dit, j'ai 3 casquettes: RH, services généraux et informatique. Donc il y a des moments où je me bats avec moi-même, puisque ce que j'aurais envie de faire en tant qu'RH, allez, on y va, à tout va, je suis obligé de me freiner quand je prends ma casquette informatique, puisque derrière, il y a la question de la sécurité de la donnée, il y a qu'est-ce qu'on veut vraiment installer au sein de notre entreprise d'un point de vue IA. Donc, on explore bien entendu largement cette thématique-là. Maintenant, je pense et je suis convaincu qu'il faut se poser sur cette thématique de l'IA, et surtout, ce qui se fera ailleurs ne se fera pas forcément chez MBA Mutuel ou dans une autre entreprise. Je pense qu'il ne faut pas calquer... Il ne faut pas qu'on fasse tous la même chose. Pour faire simple, il faut qu'on réponde à nos besoins internes et aux besoins de la stratégie de l'entreprise. OK. Tu as partagé une de tes valeurs, en tout cas, tout à l'heure, qui était effectivement l'importance de s'intéresser à l'être humain, d'aimer l'humain pour exercer au sein de la fonction RH. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui te définissent le plus aujourd'hui dans la fonction RH ? Si tu avais à te définir en tant que DRH, tu irais sur quel terrain de jeu? Ce que moi j'aime dire, et c'est ce qui fait... Alors, une des valeurs, je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais c'est déjà avoir nos convictions et parvenir à les partager avec sa direction générale. À mon sens, une RH qui fonctionne bien dans une entreprise, c'est une RH qui trouve un terrain d'entente avec sa direction générale, parce qu'on aura beau nous mener toutes les actions qu'on souhaite, si notre direction générale ne nous suit pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est convaincre la direction générale de la bonne trajectoire. Et quand on a la chance d'avoir une direction générale qui est ouverte pour explorer les sujets, c'est encore mieux. Convaincre le comité de direction, puisque l'idée, ce n'est pas le combat au quotidien avec ses collègues. Il faut justement, au contraire, aller comprendre leurs contraintes et aller dans le sens de l'entreprise, tout en gardant, par contre, et là, c'est ma conviction, c'est que nous, notre rôle, à mon sens, en tant que DRH, on fait partie d'un comité de direction, on a une stratégie à suivre, on doit accompagner les différentes directions pour atteindre les objectifs collectifs, mais c'est toujours nous qui avons l'humain et qui devons toujours amener cette petite alerte. Attention, je peux vous accompagner sur telle thématique, mais il faut prendre ça en compte, de la formation, de l'accompagnement, une temporalité qui n'est pas la même pour tout le monde. Certains collègues, selon leur métier, ont besoin que ça soit tout de suite, mais des fois, il vaut mieux attendre 1 semaine, 2 semaines, des fois 3 mois, parce qu'il faut que l'humain soit prêt à accepter ce changement. Donc, c'est ce rôle-là, et moi, je reviens. Donc, l'humain, et nous, DRH, on doit toujours être cette alerte pour la collectivité, pour faire que l'humain y suive. Là, je suis très axé humain, puisque je suis dans le monde du tertiaire. Le tertiaire, c'est quoi en termes d'activité? C'est une offre, des outils, des humains. Donc, l'humain est un des triptyques de la réussite collective, quoi.
Oui, aujourd'hui, c'est au fort. D'ailleurs, vous êtes combien de salariés au sein de MBA? On est un peu plus Est-ce que tu peux présenter MBA Mutuelle, d'ailleurs, au passage? Donc, MBA Mutuelle, c'est PME mutualise le territoire. C'est comme ça que j'aime la traduire. PME, on est à taille humaine, un peu plus de 130 collaborateurs et une ligne hiérarchique très courte. C'est-à-dire qu'un collaborateur chez MBA Mutuelle, son N+3 au plus haut sera le DG de la mutuelle. Et le DG connaît la très grande majorité des collaborateurs de la mutuelle. Même si on est positionné sur territoire, sur le Grand Ouest, sur 16 sites, donc entre la Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et la basse Normandie, ou la Normandie au sens plus large. Mutualiste, on est régi par le Code de la mutualité. Et nous sommes généralistes en commercialisation de produits d'assurance santé. C'est notre cœur de métier. En gros, on aime à dire aussi que notre premier métier, c'est de payer des prestations, clairement, et ensuite de venir équiper aussi bien les particuliers, les professionnels que les entreprises, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui nous font confiance sur le marché de l'assurance santé. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rêves RH que tu n'as pas encore réalisés? Est-ce qu'il y a des sujets où tu t'es dit ça, j'aimerais bien un jour aller sur ce terrain de jeu et ça me titillerait d'aller plus loin? J'ai envie de dire des milliers, parce que les humains, alors, je dis humains parce qu'aujourd'hui c'est pas évident de dire les hommes, les femmes, Ouais. enfin, voilà, les humains qui composent une entreprise, ils évoluent mais de façon constante. Ces 5 dernières années, si on fait un petit feedback, on vient de vivre quoi? Une pandémie mondiale, une guerre aux portes de l'Europe, pour pas dire en Europe, des crises politiques dans le monde entier. C'est ça qu'on doit nous aussi RH, pas juste regarder le local, prendre ça en compte, parce que nos salariés qui viennent tous les matins, ils ont ça dans la tête, par l'actualité, etc. Donc, il y a plein de choses très belles à se faire, la marque employeur, l'attractivité, les talents, la gestion des talents, mais aussi avoir toujours à l'esprit que les humains qui composent nos entreprises, ils vivent la même chose que nous, et forcément que ça vient un petit peu dans nos entreprises. Donc, il y a plein d'actions à mener pour venir déverrouiller et peut-être faire que l'entreprise, notre mutuelle par exemple, soit aussi un lieu sur ces thématiques-là, au moins un peu reposant. Je ne réponds pas tout à fait à ta question. Si, parce que je suis parti sur autre chose. Non, si, tu y réponds parce qu'effectivement, le quotidien qu'on peut imaginer d'un RH dans une PME, il est aussi contrecarré par tout ce qui se passe aux alentours, quoi. C'est pas juste ce qui se passe dans ma boîte et puis ce qui se passe dehors. Je fais l'autruche, quoi. Ça affecte forcément, ça affecte le business. Tous les chefs d'entreprise en ce moment sont entre guillemets inquiets par tout ce qui se passe. Mais nous, RH, on doit être vigilants à ça parce que nos collaborateurs sont forcément inquiets, de près ou de loin, intéressés ou pas. Moi, je l'entends. Ici, on est dans nos locaux au 3e étage, l'espace convivialité. Le midi, je passe, j'entends bien les collaborateurs. Le sujet est là. Les sujets sont là. Et donc, nous, on doit pouvoir les accompagner d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas notre métier que d'aller gérer la vie privée des collaborateurs. Nous, on est là avant tout pour gérer la vie professionnelle, mais forcément que ça rentre dans notre métier d'accompagnement dans l'entreprise. Avec les partenaires sociaux également. Ok, on va revenir sur le sujet qu'on s'était fixé ensemble, central, qui est effectivement le travail hybride et tes convictions et ce que vous faites concrètement et pourquoi vous ne changez pas aujourd'hui versus ce qui peut se passer dans un certain nombre d'entreprises du monde de la banque assurance. Déjà, avant toute chose, toi, tu es DRH, je viens sur cette fonction-là, en tout cas, de ton métier. C'est mon cœur de métier. Ton cœur de métier, 130 collaborateurs. Tu as combien de personnes dans ton équipe pour t'accompagner? Alors, sur la partie RH pure, j'ai 2 personnes. Ok, donc vous êtes 3. On est 3. 3 personnes dynamiques. Okay. J'ai une personne très orientée sur paye, gestion des charges sociales, toute la partie administrative, contrat, gestion des temps. Mais je l'ouvre aussi sur d'autres thématiques, parce que l'avantage d'une PME, c'est qu'on peut ouvrir et pas se cantonner à un poste. Et une autre personne qui va être sur recrutement, formation, gestion des carrières, les entretiens annuels, le handicap, la diversité et d'autres sujets, parce qu'on essaie de les intégrer au fur et à mesure. Alors justement, aujourd'hui, toi, tes grands défis RH pour MBA Mutuelle, c'est plutôt du recrutement, de la FID, de la compétence, de la marque employeur. Qu'est-ce qui est important pour toi en 2025-2026 là? Je vais répondre, c'est tout ce que tu viens de dire. Mais est-ce que vous êtes plus dans des phases aujourd'hui de consolidation des effectifs, peut-être de formation, de montée en compétences? Moi, tu vois, je l'entends. Là,
l'épisode va être diffusé, on est fin 2025, donc on est plutôt sur la projection 2026. Enfin, moi, j'entends des RH me dire j'ai beaucoup recruté ces dernières années. Aujourd'hui, je cherche plutôt à stabiliser, à faire monter en compétences, à former aux nouveaux défis, typiquement l'IA, en termes de compétences, parce que ça va vite et qu'on ne peut pas nous louper le train. Et à contrario, tu vois, je rencontre des RH qui sont encore dans des sujets, effectivement, très recrutement, marque employeur, parce qu'ils ont soit un turnover élevé, ou soit une pyramide des âges élevée. Donc, chez MBA Mutuel, à mon sens, il y a la première thématique qui reste, à mon sens, la thématique la plus importante, c'est la compétence. On a une exigence chez nous de qualité. On se doit, et c'est le fameux triptyque qu'on applique beaucoup, c'est on se doit un service de qualité à nos adhérents, ceux qui viennent chez nous en assurance santé. Donc, je dois pour ça, pour y répondre, apporter la compétence à nos collaborateurs, et ça évolue très vite, comme tu as plusieurs fois dit. On est forcément en transformation. Les mutuelles existent depuis 1947, il ne faut pas l'oublier. Donc, depuis 1947, nous existons et on se doit de se transformer. Depuis 10 ans, la transformation chez nous est radicale. Okay. Aujourd'hui, ne serait-ce que les outils, on a la téléphonie embarquée, on a l'ordinateur portable. Il y a ne serait-ce que 3-4 ans, ce n'était pas le cas. Donc, on est en transformation accélérée. Les outils d'IA sont en train d'arriver. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un vrai focus sur la compétence de nos collaborateurs, puisque cette compétence contribue aussi à la QVCT. Ne l'oublions pas, faire que le collaborateur se sente bien dans l'exercice de ses missions. Deuxième sujet qui restera, c'est un sujet de recrutement, d'attractivité, bien entendu. Il faut qu'on puisse, comme une PME comme nous, donner envie à des talents de venir chez nous. Mais, lors d'un précédent podcast que tu as pu réaliser, c'est la fidélisation, parce que recruter pour que les personnes ne restent pas, avec la nouvelle génération qui est aujourd'hui déjà dans nos murs, il faut être vigilant à leur donner envie de rester chez nous. Moi, j'ai un indicateur, et là, je peux te le donner en scoop, si je puis dire, pour MBA Mutuel, parce que je viens de le recevoir. On a fait, tous les 2 ans, on fait un baromètre d'opinion et qualité de vie au travail, qualité de vie et conditions de travail, et on pose une question à nos salariés: si vous deviez donner votre qualité de vie au travail chez MBA Mutuel, entre 0 et 10, en sachant que 10 est la meilleure note, 0 la moins bonne, quelle serait votre notation? Et donc, la moyenne de nos salariés nous donne une note à 8,06 sur 10. Donc, pour moi, c'est une vraie satisfaction. Ça, c'est récent, c'est 2025, ça? C'est là. La note est sortie il y a 2 semaines. Ok, c'est rigolo parce que parce que j'ai un peu préparé quand même. Je suis allé sur ton site carrière et j'avais vu cette note, mais 2023. Donc, j'avais pas la note 2025. Oui, on a progressé encore. Ouais, qui était à 7,77 en 2023. Enfin, pas très vrai parce que je l'ai devant moi. Donc on a progressé, et c'est vrai que en tant que DRH, moi, je suis fier d'avoir un 8,06. Je dis bien 8,06 parce que mes collègues RH savent bien que le 0,6, il faut aussi aller le chercher par les actions du quotidien et puis par la relation qu'on développe au sein de l'entreprise. Donc, un grand merci aux équipes pour cette note, un grand merci également à mon équipe RH qui mène un certain nombre d'actions, mais aussi tous mes collègues du CODIR, puisque la RH, c'est pas que moi, la RH, c'est chaque manager, directeur de l'entreprise qui emporte. Donc là, comme tu vois, je parle beaucoup. Il faut juste que tu me remettes dans la bonne question. Non, mais tu es dans la bonne question. Et justement, je vais continuer parce que je fais toujours sur ton site carrière. Oui. Et puis, je voudrais arriver sur effectivement... Donc la fidélisation, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et l'organisation du temps de travail. Parce que moi, j'ai tout ce qui m'a parlé quand j'ai regardé ton site carrière. Je me suis mis à la place d'un candidat, en fait, tout simplement. Je vois télétravail 2 jours par semaine pour les postes éligibles. Et temps de travail, semaine de 4 jours possibles selon le temps de travail. Donc, je me suis dit, waouh, c'est des choses qui sont plutôt modernes, plutôt actuelles, et ça, je trouve ça assez chouette. Concrètement, si on zoome un petit peu sur tout ça, comment est-ce que vous vous organisez et comment est-ce que tu organises, toi, les grandes lignes, effectivement, du temps de travail au sein d'une entreprise de 130, en plus avec des métiers très différents, selon qu'on soit en relation client ou pas? Donc, pour répondre à tes questions, notre approche, elle est extrêmement pragmatique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un contexte, une actualité où de plus en plus d'entreprises, ou du moins celles qui communiquent le plus, veulent arrêter le télétravail, font marche arrière de façon drastique. D'autres entreprises, quelle que soit leur taille, disent « chez moi, ça ne marche pas », etc. Nous, on a été beaucoup plus pragmatique. Déjà, on n'a pas été dès le début à fond en disant télétravail pour tout le monde. Non, ce n'était pas notre vision des choses. On sait d'où on est parti, à savoir, on n'en faisait pas du tout il y a encore quelques années. On a ouvert, je dois être à mon 7e avenant à mon accord télétravail.
partager ce télétravail avec les représentants du personnel qui nous fassent des feedbacks réguliers, comment on le vit, on regarde les indicateurs, etc. Donc, je ne vais pas revenir dans les différentes étapes, mais à retenir, on a voulu être très pragmatique. Et en fait, on a passé un deal avec l'entreprise en disant, tant que le télétravail ou le travail hybride chez MBA Mutuel fonctionnera, c'est-à-dire satisfaction de nos adhérents, performance économique de l'entreprise et satisfaction de nos collaborateurs, le télétravail perdurera. Maintenant, il n'y a pas un modèle de télétravail chez MBA Mutuel. Il y a de multiples modèles. Okay. Le deuxième point, c'est le télétravail n'est pas obligatoire. C'est une possibilité offerte à une population identifiée au sein de l'entreprise. Quand je dis population identifiée au sein de l'entreprise, il y en a plusieurs. Il y a une population qui ne peut pas bénéficier du télétravail. C'est un choix de l'entreprise, acté. Ce sont la population des agences commerciales. Alors, d'autres vont dire tout est possible. Oui, tout est possible, mais il faut être pragmatique et avoir un choix. Donc, les agences commerciales ne peuvent pas télétravailler parce que leur rôle, c'est d'accueillir nos adhérents au quotidien dans les agences. Elles tiennent aussi des permanences hors agence, etc. Maintenant, à titre dérogatoire, problématique identifiée avec le manager, ça peut être envisagé, mais ce n'est pas le modèle standard au sein de l'entreprise. Ensuite, nous avons une population de conseillers itinérants qui vont rencontrer directement nos adhérents, des chargés d'affaires. Eux, par nature, c'est des nomades. Donc, ils sont hors accord de télétravail aussi, puisqu'ils peuvent démarrer chez eux le matin, le temps d'une heure, aller à un rendez-vous, repasser sur l'heure du déjeuner. On n'allait sûrement pas organiser un accord d'entreprise autour d'un métier qui, par nature, est nomade. Oui, et qui existait avant la mise en place et qui de l'accord. Existait largement avant. Alors, on est venu rectifier et améliorer ce nomadisme, mais on ne le met pas dans un accord. Oui, bien sûr. On ne va pas leur dire, vous faites 2 jours de télétravail par semaine obligatoire. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Par rapport à l'organisation, Ensuite, pour les télétravailleurs, déjà, il y a un délai, 6 mois. C'est-à-dire que les 6 premiers mois que vous êtes salarié d'MBA Mutuel, vous ne pouvez pas faire de télétravail. D'accord, ça c'est une règle que vous êtes fixée. Les 6 mois, c'est quoi ? C'est intégrer l'entreprise, se former, créer du lien, etc. Le lien est extrêmement important. C'est pour ça qu'il n'y a pas de full télétravail chez nous. Vous avez 1, 2, 3 modèles de télétravail. OK. Le modèle 1, c'est j'en veux pas. Il faut le prendre en compte. J'ai plusieurs collaborateurs. C'est 25% des éligibles au télétravail qui ne veulent pas en faire. OK. Donc, ils n'en ont même pas fait la demande. Au contraire, je pense que pour eux, ça va être un vrai motif de départ de l'entreprise si on devait les forcer. Vous ne voulez pas en faire, ce n'est pas grave. Il y a des locaux, on a le matériel qui va bien. En plus, vous avez des locaux hyper sympas. Donc, on est bien installé. Non, vous avez investi dans les locaux et donc, qui sont plutôt agréables, effectivement. On a des espaces de travail qui sont appropriés. On continue à les améliorer. Donc, il y a des collaborateurs qui ne veulent même pas en entendre parler. Et après, les 2 autres possibilités, c'est soit je fais du télétravail régulier, maximum 2 jours par semaine, et j'expliquerai pourquoi les 2 jours maximum, ou alors, dit mobile, c'est que j'ai un contingent annuel de jours que je peux utiliser dans le cadre d'un télétravail, et certaines semaines j'en ferai, et d'autres semaines je ne ferai pas. Okay. Tout ça est organisé entre le collaborateur, le manager et l'activité. Aujourd'hui, ma performance d'entreprise... Toi, c'est même pas toi, DRH, qui décide en fait pour tel ou tel collaborateur. Moi, le directeur général, on a, avec les partenaires sociaux, les membres du comité de direction, en consultant les collaborateurs et les managers, construit un cadre d'exercice du télétravail chez nous. Après... Tu laisses les managers de proximité vivre leur vie, quoi. Ils vivent leur vie, comme tu dis, avec les équipes. Nous, on suit les indicateurs de pilotage. OK. Est-ce que du coup, moi, si je choisis un modèle, je suis salarié, tu vois, je rentre, j'ai les 6 premiers mois où j'ai pas de télétravail, c'est OK. Puis après, je te dis, en fait, non, moi, j'en veux pas. Puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'y réfléchis, je vois les collègues, où ma vie perso a changé, où je déménagé, je suis un petit peu plus loin, tu vois, mon trajet domicile-travail est un peu plus galère. Est-ce que je peux changer ? Et si oui, à quel rythme ? J'imagine que je peux pas changer tous les 6 mois non plus, quoi. Alors, je peux Quelle faire souplesse vous donnez, en fait ? Alors, la souplesse, il y a 2 typologies de souplesse, si je puis dire. C'est que quand je m'inscris dans le télétravail, je dois m'inscrire, moi, pour une année. Ouais, OK. Je peux, en cours d'année, dire j'en voulais pas du tout, c'était pas mon truc. Comme tu dis, c'est ma vie a changé. J'ai le cas, je peux donner un cas. Une collaboratrice, elle voulait jamais entendre parler. Malheureusement, elle est devenue salariée aidant. Donc, télétravailler 2 jours par semaine lui permet, quand elle a fini de travailler à 17h, 17h15, elle est chez sa maman, elle l'accompagne. Elle perd moins de temps. Elle perd moins de temps dans les transports, même si on est à Rennes en province, ça commence à être compliqué, les allers-retours en voiture. Donc, on a le droit, il y a de ces flexibilités, on a le droit de demander du télétravail. On a le droit d'arrêter aussi. Je le vis mal, je vois avec mon manager et on stoppe. Là, je ne suis pas obligé d'attendre 1 an, par exemple. Ah non, là, c'est immédiat. Le collaborateur qui est en souffrance, on ne se pose pas la question. S'il nous dit, moi, le télétravail, ça ne me va plus,
Fini, on arrête. Il n'y a pas de souci là-dessus. De la même manière, le manager peut aussi suspendre le télétravail s'il voit que les résultats ne sont pas là, s'il voit que la personne n'a pas l'air bien, s'il pense que la personne a besoin de revenir dans le collectif pour se rassurer sur certaines thématiques métiers, etc. Donc, on a mis dans notre accord cette agilité pour le manager ainsi que pour le collaborateur. Ok, donc ça, c'est quand même quelque chose d'effectivement d'important. Et qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui décider de ne pas revenir en arrière sur le modèle hybride malgré ce qu'on entend, tu vois, moi je peux les citer, j'ai pas de problème, des Sociétés Générales, des AXA, dans votre univers, en tout cas, qui prennent la décision de revenir pour des raisons plus ou moins lisibles de l'extérieur, en tout cas sur leurs accords. Nous, ce qui nous fait aujourd'hui décider de poursuivre cette trajectoire, c'est comme je te l'ai dit, c'est une trajectoire qu'on a mis pas à pas. À mon avis, les entreprises qui font marche arrière ont d'autres objectifs derrière ce marche arrière, ou peut-être ont été trop vite et trop loin dans l'accord qu'ils ont pu signer. Nous, on a fait du pas à pas. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, la performance économique de l'entreprise, elle est là. Mon baromètre d'opinion montre que mes salariés sont satisfaits chez nous, qu'ils fassent ou pas du télétravail, puisqu'on ne les force pas à le faire. Et mes adhérents sont aujourd'hui satisfaits des prestations rendues par MBA Mutuel. Pourquoi je ferais marche arrière ? Si l'un de ces indicateurs devait évoluer, bien entendu qu'on se remettrait autour de la table pour regarder avec les raisons partenaires sociaux, potentielles, pour analyser les raisons, et derrière, on pourrait réfléchir à faire évoluer le modèle. Aujourd'hui, il fonctionne. Je précise aussi que ce n'est pas plus de 2 jours de télétravail par semaine. Le lundi, on ne peut pas télétravailler. Le lundi, c'est la journée où on est avec les collègues. Ok. Et on voit bien, il y a une bascule entre le 2 et le 3 jours. Il y a des personnes qui ont eu testé le 3 jours et très vite sont revenues sur le 2 en disant « mais je me sens plus faire partie de l'entreprise ». Donc ça, on l'a repéré assez vite. Les directeurs, les managers font du télétravail. Même notre directeur général télétravaille. Ok. Donc c'est ancré, mais toujours avec une philosophie de performance collective d'entreprise sur tous les volets, que ce soit économique, social ou dialogue, satisfaction de nos adhérents. Et à côté, donc, tu parles de semaine de 4 jours possible. C'est un produit, si je puis dire, RH que j'ai dans la mutuelle. Non, mais c'est plutôt intéressant. Et du coup, compatible avec le fait de télétravailler, ou c'est quelque chose qui est, de la même manière, qui est réservé aux non-télétravailleurs quelque part ? Non, c'est la semaine de 4 jours aujourd'hui est uniquement pour les personnes qui ne sont pas au forfait jour. Alors, il y a toujours un exercice juridique sur la partie forfait jour et l'autonomie, etc. Bon. Nous, on a concentré sur les personnes à l'heure. Dans le premier accord, on n'avait pas la possibilité de faire 4 jours plus du télétravail. Dans le second accord, on a ouvert, parce qu'on a testé, on peut faire une journée de télétravail tout de même. Faire que entre 4 jours plus du télétravail, je suis au moins physiquement dans l'entreprise 3 jours. En fait, ça revient à ça, c'est un peu 3 jours de présentiel. Exactement, le 3 jours de présentiel dans les locaux, pour nous, c'est important, ça crée du lien, ça crée la relation, c'est les réunions, c'est les collègues, et ça porte ses fruits. C'est intéressant parce que tu vois, comme moi je suis passé chez Groupama en Bretagne, j'étais entre autres en charge du premier accord télétravail. C'est un sujet qui m'a beaucoup parlé. On avait plutôt parlé effectivement de jours de présence que de jours de télétravail je pense que c'est le prisme qu'il faut prendre dans notre vocabulaire et qui simplifiait, je trouve, la communication interne autour du sujet, qui était moins en tout cas, c'était mon ressenti, moins j'ai un droit de, tu vois, oui, mais tu as aussi l'obligation de, en fait. Voilà. Nous, on parle de c'est une possibilité offerte aux collaborateurs, et après de parvenir à bien organiser son équilibre vie pro vie perso autour de dispositifs. Ok. Est-ce que tu as déjà eu un manager, et si tu avais le cas, comment tu le gérerais, d'un manager qui, de son propre chef, dit moi, je veux que tout le monde revienne au bureau, moi, je veux plus de télétravail dans mon équipe. Comment tu réagirais et comment tu ajusterais la posture de ce manager ? Alors, si c'était un peu une décision unilatérale, tu vois, de l'homme ou de la femme manager. J'en ai pas eu. Ouais. 2, si ça devait arriver, on ferait immédiatement une analyse. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison. D'accord. Sauf grosse problématique, mais là. Donc explique-nous pourquoi tu prends cette position, en fait. Voilà, c'est dans ton équipe, quoi. Tout à fait. L'accord permet de suspendre le télétravail à la demande du manager. Forcément, ça doit passer par moi. Ok. Pour comprendre si c'est une situation ou si c'est toute une équipe, c'est pas la même. Ok. Aujourd'hui, on a un centre de relations adhérents, donc des personnes qui accueillent nos adhérents par téléphone tous les jours. Dans un premier temps, ils n'étaient pas éligibles au télétravail. On a testé, on a tous les outils embarqués aujourd'hui, ça marche très bien.
Ok, donc de la même manière, dans le travail informatique, vous y êtes allé par étapes. Oui, le Ok. matériel, le télétravail, il faut faire attention, le matériel est extrêmement important d'avoir aussi les outils adaptés au télétravail. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un chef d'entreprise qui disait le télétravail chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et il est vrai que quand on tire un petit peu le fil, malheureusement, pour des questions financières aussi, il ne faut pas se leurrer, ils avaient juste un ordinateur portable et pas tout le matériel associé, un écran complémentaire, un petit budget pour pouvoir acheter un bureau. Le télétravail, je travaille à mon domicile, mais je dois être le plus proche possible de la configuration de travail du bureau. Donc il y a aussi tous ces éléments-là. C'est-à-dire que vous, concrètement, vous doublonnez l'équipement pour un collab? C'est pas, on double pas exactement, Okay. Mais il y a un écran, il y a un clavier, une souris. On vérifie le débit du réseau. Ils doivent nous justifier leur réseau, les assurances. Okay. On se demande un certain nombre d'attestations parce que déjà, ça vous n'êtes pas des assureurs pour rien. Non, ouais. Mais c'est important parce que l'obligation de l'employeur existe chez le salarié dès lors qu'il travaille. L'ordinateur équipé, la téléphonie embarquée. Parce que tout le monde a des casques, etc. On a tous de la téléphonie embarquée. Et je redis, le débit. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas du haut débit à son domicile. Ça dépend où on est en Bretagne. Et si le débit n'est pas suffisant, c'est d'office pas de télétravail possible. Oui, parce que de toute façon, ça va être une galère pour tout le monde. Femme. Bah oui. Voilà, la personne va criser. C'est pas sanctionner la personne, c'est juste que ça va être la galère. Non, c'est que c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc il y a ces éléments-là, sans aller à l'outrance de doublonner totalement... le poste de travail à domicile, c'est pas non plus. Faut trouver le juste équilibre, quoi. Ok. Vous arrivez à gérer, parce que moi c'est un vrai sujet que j'avais, tu vois, je me remémore un peu ma vie de l'époque, aussi à gérer la partie adaptation de poste pour des personnes qui sont en reconnaissance de travailleurs handicapés. On arrive exactement. En fait, nous, on a une politique, là, tu vois, sur la politique handicap, on a une politique handicap qui est assez claire, c'est que chez nous, les handicaps, entre guillemets, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que moi, je ne recrute pas une personne en situation de handicap ou une personne qui n'est pas en situation de handicap, je recrute une compétence. Ce n'est pas moi qui est juge de est-ce que la personne est apte, c'est la médecine du travail. Donc, je rebondis, on travaille beaucoup avec Cap Emploi. Dès lors que ça doit exister et que la personne fait du télétravail, bien entendu que Cap Emploi fait l'étude dans nos locaux, l'étude au domicile. Je ne suis pas au courant de l'étude au domicile, ça ne m'appartient pas, c'est eux qui vont déterminer ce qu'il y a d'autres systèmes d'aide, d'accompagnement, de financement à titre personnel du collaborateur. Donc oui, on fait ce lien et on l'a déjà fait. Ok, de manière très concrète. Quel conseil tu pourrais donner à un RH qui, comme toi, travaille dans une PME de 100, 150, 200 personnes et qui peut-être se pose des questions sur le fait de est-ce que je continue le télétravail ou pas, parce que des grands groupes communiquent sur ce sujet. Alors, j'aime bien ce que tu as dit, parce que c'est les grands groupes qu'on entend aussi sur le sujet. Les PME, on ne nous entend pas beaucoup. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi plein de grands groupes qui ne reviennent pas en arrière. Exactement. J'en suis ultra convaincu. Et d'ailleurs, dans le milieu de banque assurance, tu vois, typiquement, moi, pour préparer, j'ai regardé BPCE, Groupe Crédit Agricole. Ils ne sont pas dans une posture aujourd'hui de changer c'est nos voisins ici, d'état d'esprit. Mais on en entend plus certains ou certaines. Et donc, il peut peut-être générer, tu vois, dans l'esprit de RH qui nous écoute, se dire, mais il y a peut-être un sujet, effectivement, on me dit je passe à côté de quelque chose. Ouais, je passe à côté de quelque chose. Quel conseil tu donnerais Est-ce qu'il faut travailler avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'il faut prendre le pouls des collaborateurs, prendre le pouls des managers? Comment tu gérerais les choses? Alors, moi, le conseil, et en restant humble, c'est de faire le point et de prendre le pouls, comme tu dis, tu le dis très bien. C'est pas tous les 2 ou 3 ans, c'est tous les ans. Nous, le sujet du travail hybride, donc du télétravail au sein des MBA mutuelles, y compris la semaine de 4 jours, c'est tous les ans dans le cadre des NAO. Ça fait partie d'une thématique qu'on va forcément explorer avec des indicateurs. C'est forcément une thématique. Moi, je rencontre tous les cadres de l'entreprise une fois par an, où je fais un point et la thématique du télétravail est également abordée. Donc, c'est pas je mets en place un dispositif et je ne suis plus rien. C'est une nouvelle organisation du travail au sein de l'entreprise, qu'elle soit dans les locaux ou en dehors des locaux, et elle doit être suivie pour s'assurer qu'elle contribue bien à la performance. Je parle beaucoup de performance en RH, et c'est par là aussi qu'on est obligé d'aborder les sujets. Est-ce qu'il y a des indicateurs clés que tu mesures autour du travail hybride? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi des indicateurs de vigilance ou de réussite? On regarde, moi je regarde les volumes de jours pris. Donc là, c'est stable.
Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni plus ni moins. Ça, tu as un outil pour mesurer ça? Oui, tout à fait. Chaque collaborateur va positionner son télétravail dans mon outil de gestion des temps. D'accord, ok. Donc, on a un module de télétravail. Donc, top. je peux, Ok. en instant T, savoir combien de collaborateurs sont en télétravail, quel jour de la semaine, etc., etc. Donc, ça, je fais un focus tous les ans au niveau des partenaires sociaux et des cadres de l'entreprise. Comme ça, on voit en gros quels sont les jours de télétravail les plus utilisés. Ça, on regarde systématiquement et là, on a atteint une stabilité. C'est aussi la notion de combien on a eu de suspensions dans l'année. Pour te donner une idée, 2024, une. Oui, donc le temps de 3 mois et la personne est repartie en télétravail. Ok, ouais, donc c'est vraiment... À la demande du manager. C'est anecdotique, on va dire. C'est anecdotique. Et puis, avec mes collègues du CODIR, c'est les indicateurs de performance. Est-ce que le télétravail a un impact positif ou négatif? Aujourd'hui, c'est comme si les collaborateurs étaient sur site, à date. Donc, c'est et alors je le dis moi, mais je regarde aussi, est-ce qu'il n'y a pas des accidents, des personnes qui ont l'air un peu moins bien liées au télétravail. Donc là, c'est tout ce qui est autour de la santé des collaborateurs. Là, on va le travailler avec la commission SSCT, où justement, on essaie de laisser, entre guillemets, nos oreilles traîner dans l'ensemble de l'entreprise, puisqu'on se doit de palper le climat social global, y compris sur ce modèle hybride. Et un impact sur les accidents de trajet ou pas? Aucun. Tu n'as pas vu de baisse? Ni à la hausse, ni à la baisse. Alors, un vrai impact, quoi qu'on en dise, même si il n'y a pas d'indicateur qui le suit, mais de pouvoir d'achat pour les collaborateurs. 1, 2 trajets de moins, suivant où on habite, c'est du pouvoir d'achat rendu, c'est des dépenses, c'est d'usure de véhicules. C'est un équilibre vie pro, vie perso certain. C'est je vais plutôt chercher les enfants le soir, moins de garderie, moins de crèche. C'est, est-ce que je le dis? Oui, c'est à l'heure du déjeuner, je lance une machine, j'ai gagné pour le soir ou pour le week-end, que ce soit les hommes ou les femmes, je le précise, moi-même, si en télétravail, je lance la machine. C'est aussi, on a un modèle aussi dérogatoire, c'est-à-dire, j'ai une problématique de santé, on peut étudier la mise en place de télétravail dérogatoire en lien avec la médecine du travail. D'accord, ok. Je vais donner un exemple rapide. Une collaboratrice qui malheureusement se casse la jambe, 3 mois d'arrêt. Au bout d'un mois, elle tournait en rond à la maison, elle nous appelle. Si je suis en capacité de reprendre, mais en full télétravail, est-ce que vous seriez d'accord? On a dit OK avec un document médical. Oui, parce que là, oui, donc bien on sûr. n'est plus en arrêt de travail. Et 2, si au bout de 15 jours ça ne fonctionne pas, on arrête. On l'a fait, ça a très bien marché pendant 2 mois, elle est revenue super heureuse, rétablie physiquement et surtout pas... après 3 mois d'arrêt et psychologiquement, elle se sentait super bien. Ça, c'est intéressant. La médecine du travail a suivi sur le sujet, quoi. Alors, c'est pas la médecine du travail, c'est le médecin traitant. Ouais. Et il y a parce que c'est un avis médical qui a été mis pour 3 mois à la base. Il y a eu un avis médical qui a été retransmis, arrêt du télétravail, de l'arrêt, et reprise. À temps plein en télétravail, quoi. Exactement. Pendant X semaines, le temps de se rétablir. Voilà. Sous contrôle, entre guillemets, du manager, des suivis réguliers. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette ouverture aussi du télétravail. Donc là, on est dans un cadre dérogatoire. Et c'est sûr que tout le monde soit en capacité de le gérer comme ça. C'est intéressant parce qu'on est sur une problématique de médecine liée à un problème physique à un moment donné. Par contre, je pense que c'était lié à un problème mental, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Tu vois, sur la santé mentale, c'est plus compliqué. C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet, ouais. Il faut faire plus attention, je pense. Là, le cerveau fonctionnait très bien, si je puis dire, ou du moins, il n'y avait pas de biais, c'était vraiment la jambe cassée. Parce que si on a quelqu'un qui est un peu en souffrance, moi, je suis pas convaincu à titre perso que le full télétravail est la solution. Non, je pense idoine, pas, au contraire. Alors là, pareil, moi je dis, c'est après les médecins, c'est leur métier. Ouais. Moi, je sais pas mon métier. Moi, mon métier, on me dit, la personne est apte, et après, charge à moi d'accompagner la personne pour qu'elle aille mieux et aménager son poste le cas échéant. Ok. Envie de parler un petit peu de l'avenir de la fonction RH et tes convictions en tout cas. Alors tes convictions ou soit tes convictions chez MBA. On va faire le pari et le concept qu'on ne revient pas en arrière sur l'hybridation et que sous réserve effectivement du maintien des 3 piliers dont tu parlais. Quelle va être selon toi la plus grande mutation RH des prochaines années globalement où chez MBA Mutuel? Et c'est pas une question simple. Non, je suis pas venu avec des questions simples. J'ai eu ça. Alors, si je réponds sans trop réfléchir, je dis l'IA. Ouais, ok. Ok, je dis sans réfléchir parce que quand je regarde, moi, le monde RH,
pour moi, l'IA n'est qu'un élément qui va venir percuter le monde de l'entreprise et le métier des ressources humaines. Ouais. Comme, alors les plus jeunes ne vont peut-être pas comprendre, quand l'arrivée de l'ordinateur dans le monde du travail, comme quand dans nos métiers RH est arrivé le prélèvement à la source. C'est quelque chose qui vient percuter le modèle. Et à mon sens, l'enjeu, et je reviens sur ce que je disais, nous vivons une époque formidable où nos collaborateurs et nous-mêmes, nous évoluons dans une société, dans un monde qui évolue très vite, sous plein d'aspects, politique, santé, technologie. Et donc, je pense qu'encore plus qu'hier, l'enjeu, ça va être les RH qui vont parvenir à vraiment être focus sur les humains qui composent nos entreprises. Donc, ça va être encore plus à l'écoute. On voit bien aussi les pouvoirs publics, de par les textes de loi qui sortent, la QVCT. Alors, mes collègues, je pense qu'ils aiment bien ce sujet-là, ou s'ils ne l'ont pas encore traité, c'est vraiment une thématique. Aujourd'hui, c'est dans le droit du travail. Hier, c'était la QVT, un côté un peu marketing. Aujourd'hui, c'est une réalité de droit. Mais finalement, c'est s'occuper de nos collaborateurs, les conditions de travail, donc orientées santé, et leur qualité de vie au travail, c'est de faire qu'ils aient du sens, de la compétence pour exercer leur mission. Et en gros, pour résumer, avec plaisir à venir travailler au quotidien. Voilà comment je le vois. Et pour moi, ça englobe tout le reste, la gestion des générations. Ouais. On le voit. Mais un jeune a toujours été un jeune, quelle que soit l'époque de l'histoire. Un jeune est là pour chambouler les lignes d'une manière ou d'une autre. Mais ça restera un jeune. Un jeune d'aujourd'hui, un jeune dans 10 ans et dans 20 ans aura toujours le même rôle, chambouler, avoir un autre regard, perturber peut-être des fois les organisations. Mais c'est vraiment se concentrer, à mon sens. L'enjeu des RH de demain, c'est, je le reviens à ce qui a fait que je suis RH aujourd'hui, c'est aimer les humains, chercher à les comprendre, chercher à dégoupiller les situations pour faire que l'humain va au service de la performance globale de l'entreprise. J'y crois. Alors, c'est peut-être moins marketing que de citer plusieurs sujets. Il faudra bien entendu intégrer et poursuivre la fidélisation, la marque employeur, l'IA intégrée à nos métiers ressources humaines pour gagner du temps et focaliser nos équipes sur des tâches à valeur ajoutée. Mais notre métier, avant tout, si on existe, c'est parce qu'il y a des humains dans nos entreprises. Et à des jeunes RH qui nous entendraient, ou des étudiants ou des personnes en reconversion, tu leur dirais de travailler quelles compétences absolument aujourd'hui pour réussir dans la fonction RH en 2026, dans notre monde qui bouge à une vitesse de fou? Alors, je t'avoue que je n'ai pas la réponse. Alors, je vais être très franc et arme sur le sujet. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai un master en psychologie du travail. Ouais. Tu avais repris des études, toi? Exact. C'est genre j'y venais. Ouais, je me rappelle de ce truc-là. Donc, ça veut dire que je suis psychologue diplômé et j'ai le titre de psychologue, régi par la doctrine des psychologues, même si je n'exerce pas en tant que tel. J'ai repris mes études parce que quand on est RH, si on ne teste pas les dispositifs, moi, j'ai fait une VAE. D'accord, c'est une VAE que tu avais fait. Voilà, c'est une VAE pendant un an à l'IGR. Après 2 rapports de plus de 200 pages, j'ai eu mon diplôme à l'IGR, ici à Rennes, de master RH cette fois-ci. Et j'ai enchaîné avec un master droit du travail et la protection sociale à la fac de droit de Rennes. Ah oui, tu es cumulard. Hein. Ah ouais, et là, j'ai testé la reprise. Okay. La reprise, mais aussi parce que j'aime ça, j'ai besoin. Et tout ça, ça a été combiné à vivre la vie des personnes qui reprennent leurs études. Quand vous avez 40 ans avec des étudiants qu'on en 20 ou 25, puisque c'est quand même le master, ça permet aussi d'aller voir sur le terrain la réalité, se confronter. Se confronter à ce qui se passe aussi, oui, tout à fait. Confronter à ce qui se passe, la formation, la population qui va rentrer dans les entreprises. Donc, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans les ressources humaines, il faut, à mon sens, plus se contenter uniquement sur les compétences RH, mais avoir cette ouverture d'esprit pour justement aller collecter auprès de toute population. Moi, j'adore discuter avec mon collègue directeur commercial, avec mon collègue directeur des opérations, avec ma collègue de la direction financière, avec tous mes collègues du comité de direction, avec les managers par leur métier, parce qu'il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit. Alors, finalement, tu m'as amené à avoir la réponse, l'ouverture d'esprit. Ouais. On parlait des plus jeunes générations ou des personnes en reconversion. Est-ce que vous avez changé votre posture sur le sujet de l'accueil des alternants au sein des MBA mutuelles? L'environnement est un peu mouvant là-dessus, avec les prises en charge de l'État qui ont baissé, les 750 € à verser à son OPCO, etc.
Le 1er juillet. Ouais. Est-ce que du coup, vous vous êtes dit, ça change rien, on reste fidèle à notre ligne, ou est-ce que objectivement, ça change quelque chose pour vous dans votre quotidien? Je pense que tu as commencé à nous comprendre et à nous connaître d'un coup, là. C'est la réponse 1. En fait, nous ne faisions plus, pour des raisons très pragmatiques, c'est que peut-être qu'on ne savait plus faire l'intégration de jeunes au sein de l'entreprise. On avait arrêté. D'accord. 2020, appel des pouvoirs publics, les jeunes ont besoin d'entreprise. Ben là, on s'est dit, notre politique aujourd'hui, c'est accompagner les jeunes. Les pouvoirs publics nous appellent, on y va. Donc aujourd'hui, j'ai entre 10 et 15 alternants régulièrement depuis 2020 dans l'entreprise. 10% de la masse salariale. C'est pas neutre. Ouais, c'est pas rien. C'est pas neutre. Non, c'est pas rien. Mais c'est un choix. Ouais. C'est pas un choix lié aux primes d'État. C'est pas un choix bling-bling ou marketing. Excuse-moi des termes, je suis assez direct, tu m'as demandé de cash. Moi, je suis pas là-dedans. Nous, c'est vraiment une volonté d'accompagner les jeunes, de les former, qu'ils contribuent à l'activité de l'entreprise. C'est pas des alternances café, ils n'ont pas le temps. On leur apprend un métier, mais avec un filet. C'est peut-être nos salariés de demain. Et à minima, c'est les accompagner pour entrer dans la société, et notamment le marché du travail. Donc, c'est une vraie politique. Bien entendu qu'on regarde quand on a commencé, c'était 8 ou 9 000 euros, je ne sais plus, en 2020, par alternant, et qu'aujourd'hui, nous, on est encore une petite entreprise en effectif, donc on bénéficie encore plus que des entreprises plus grosses. Mais à date, ça n'a pas changé notre stratégie, ça fonctionne, on a des jeunes qui réussissent, qui obtiennent leur diplôme. Donc là, des tuteurs qui sont heureux d'accompagner les jeunes, ça met une bouffée d'oxygène dans l'entreprise au quotidien, et comme je te le dis, c'est aussi un levier de recrutement potentiel pour l'avenir, quoi. Ok. Donc, on maintient notre politique. C'est cool. Ok. Est-ce qu'il y a une courte anecdote pro que tu n'as jamais racontée à un micro? Elle doit être marrante ou pas marrante? J'en ai une, mais elle n'est pas marrante. Elle peut ne pas être marrante. Elle peut ne pas être marrante. Qui t'est arrivé dans ta vie professionnelle, en tout cas. On parlait de qualité de vie au travail lors de mon premier baromètre. D'où le fait de prendre du recul et essayer d'être le plus pragmatique possible. On a fait un baromètre, et dans ce baromètre, on testait le stress de nos collaborateurs. Et là, je ne vais pas te donner le chiffre, mais nos collaborateurs évaluent leur stress, mais plus fort qu'on ne l'envisageait. D'accord. Donc, branle-bas de combat. On appelle un consultant, il faut nous aider. C'est quoi cette thématique? Donc, on était en 2018. Donc, accompagné d'un consultant pour laisser la liberté de parole à nos équipes, on monte un groupe de travail, les collaborateurs, on vous donne les données, analysez les données et trouvez-nous des solutions pour baisser ce stress. Deuxième groupe de travail, accompagné par un consultant, on leur donne les données, les managers, parce que les managers exprimaient aussi un stress. Voilà les résultats, trouvez des solutions pour résoudre ce stress. À ton avis, quelle a été la réponse des uns et des autres? C'est une bonne question, ça. Tu as le droit de ne pas savoir. En fait, ils n'étaient pas plus stressés que ça. Si. Si, ils étaient quand même. Oui. Nous, il faut aller de l'avant. Donc, on va mettre du yoga en place, on va faire ceci, des actions, il faut les détendre, ou on va revoir l'organisation du temps de travail, mais en mettant yoga, c'est intéressant, parce que pour moi, en mettant yoga, tu soignes les conséquences du stress et pas les causes du stress. Je suis d'accord, c'est pour ça que on a parlé spontanément, comme d'autres font, du yoga, c'est très bien, mais c'est peut-être pas ça la solution. Revoir l'organisation du travail, il faut peut-être recruter, la charge, etc., etc. Réponse apportée par le groupe 1, les collaborateurs. On est stressé parce qu'on ne voit pas assez nos managers. On a besoin de voir nos managers. Réponse du groupe 2, des managers. On est stressé parce qu'on ne voit pas assez nos collaborateurs. Donc, je t'avoue qu'on est resté un petit peu béat en se disant « Ah oui !» Et donc, la réponse, c'était juste qu'ils avaient tous besoin qu'on repositionne le manager dans son rôle de manager, parce qu'on est une PME. Qui dit PME dit plein d'opportunités de pouvoir travailler sur plein de thématiques. Mais des fois, il y a des projets, il y a un peu plus de projets, le manager est moins disponible. Donc, on a reposé le rôle attendu d'un manager et la disponibilité qu'il doit avoir avec ses équipes. En plus, vous êtes en multisite. Et en plus, certains managers ont du multisite, notamment le réseau commercial. On a tout reposé ça, et depuis, on a un scoring. Là, on a eu un super scoring à plus de 4,5 sur 5 sur la relation collaborateur-manager. Donc, comme quoi, dans beaucoup de sujets, la réponse est dans l'écoute. La réponse des hommes et des femmes qui composent l'entreprise, et pas dans des décisions de codir sans écouter. Exactement. Enfin, bêtement, mais... Il faut écouter, il faut poser la question à un moment donné à la personne qui exprime soit son stress, soit son bonheur aussi. Pourquoi tu es content en ce moment?
Ok, très très clair. Comment tu fais ta veille professionnelle aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à la faire? Veille professionnelle RH, j'entends. Comment est-ce que tu la conçois? Déjà, j'écoute tes podcasts. C'est gentil. Voilà, j'ai aussi un avocat de qualité. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer le cabinet. Donc, cabinet Barthélémy, et ici à Rennes, et Jean-Christophe Gouret, qui est l'avocat qui nous accompagne depuis des années, donc qui nous amène de la matière d'un point de vue pur juridique. Donc là, c'est du lourd. La NDRH, je suis à la NDRH. Ils sont dans nos locaux pas plus tard que jeudi soir pour la réunion mensuelle. On a différents outils qu'on reçoit, des flux de différents partenaires juridiques. Et bien entendu, mes confrères, quand on se croise, on parle de toutes les thématiques. Et il y a un dernier, alors je me documente beaucoup. Quand je dis documente beaucoup, je lis beaucoup d'actualités. Oui, tu lis alors quand je dis lire, c'est plus de l'actualité numérique, je suis désolé. Okay. Tu lis pas des gros livrages de management? J'en ai plein, j'en ai lu beaucoup. J'en ai lu beaucoup. Il y en a de nombreux intéressants. Là, je suis plus sur plus en côté numérique. Mais ces derniers temps, je discute avec les gens. Parce que il est bon aussi, quand on est RH, d'écouter des non-RH et leurs problématiques de non-RH. Des problématiques de managers, de collaborateurs, mais en dehors de mon entreprise. Avec des amis, quand vous allez boire un verre dans un bar le week-end et écouter la table d'à côté, de quoi ils parlent. C'est aussi ça, je trouve que ça amène beaucoup d'idées, de visions d'une réalité. En fait, je pense qu'être RH, c'est être tout le temps, ou le plus possible, dans la réalité du terrain. Je reviens, un besoin de terrain, dans la réalité du terrain, dans la réalité de notre société. Là, on peut répondre, à mon avis, bien cibler le besoin dans l'accompagnement des équipes. Ok. Tu m'as dit au tout début de l'épisode que tu venais de Guingamp, qui est dans le... T'as le bon accent. Voilà, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Tout à fait. Pour les gens qui ne connaissent pas, on va dire à l'ouest de Saint-Brieuc vers Brest. Et ton amour de la fonction RH, tu t'es pas dit un jour je dois être RH à Guingamp? Non. Non, Non, j'adore cette ville, je viens de là-bas, ma famille est encore là-bas, mais je peux plus. J'ai vécu 10 ans à Paris, aujourd'hui je suis à Rennes, je pense que je suis marqué par le côté citadin, ma famille est ici aussi, donc pas à la minute, ok. Mais non, j'y ai pas pensé, je t'avoue. Ok. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment est-ce que tu es joignable plus facilement? Mon compte LinkedIn. Ouais, tu réponds. Tous les soirs. Ok, tu regardes. T'es pas trop sollicité commercialement, ça va? Tous les soirs. Tous les soirs aussi, tu es sollicité, ouais. Je pense comme toi. On en reçoit, alors c'est super. Ouais, qu'on soit des RH ou dirigeants, on est sollicité, je te confirme. C'est non-stop. Voilà. Donc, en tout cas, si on veut t'écrire, te rencontrer avec grand plaisir. De manière, en tout cas, pas forcément intéressée au sens commercial des choses. Non, de partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager avec des pairs, des personnes qui ont testé, parce que je suis preneur de toutes les idées, pour venir aussi tester, faire des pilotes en interne. En tout cas, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et que vous avez des réactions, n'hésitez pas à les partager, soit sous nos posts LinkedIn, nos comptes LinkedIn, ou dans les commentaires. Vous pouvez commenter sur Spotify, par exemple, ce podcast. En tout état de cause, Johan, un grand merci pour ton temps, pour ton accueil, pour ton franc-parler. Donc, merci à toi. C'était parfait. En tout cas, un grand merci. Parfait, merci à toi. À très bientôt. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!